Alors, Bulgakov, le maître et Marguerite. Bon, rien que ça. 7 jours, 7 livres. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça commence mal. Il est là depuis quand ce bouquin? Depuis quand il traîne? Ceux de ma génération. Vous savez, Rolling Stones, dans le film de... Quand Godard... D'abord, il veut les Beatles, mais les Beatles, c'est trop cher. Il n'a jamais entendu parler des Rolling Stones. Mais on les oriente sur eux. Il demande le prix. On négocie sur le prix. Il apprend que Brian Jones est en train d'aller mal. Et donc, il met un avenant au contrat que Brian Jones soit bien présent dans les séances. Et puis les Rolling Stones viennent de boucler leur disque, un de leurs plus haut disque, Beggar's Banquet. Il finit le disque. Oui, mais qu'est-ce qu'il leur propose, le gars? Vous arrivez avec une idée, et moi je vous filme en train d'aller jusqu'au bout de la chanson. Bon, pourquoi pas? Mais il se passe quoi? Le fait d'être filmé par Godard fait que la chanson va devenir quelque chose encore, un autre dépassement. Parce qu'ils sont regardés, parce qu'ils sont scrutés. Même si ça ira pas beaucoup plus loin, Keith Richards dans Life, comment il parle de Godard. Ce réalisateur français qui ressemblait à un employé de banque. Bon, passons. Quel rapport? Sympathy for the Devil. Mick Jagger, à l'époque, vit avec Marianne Faithfull. Et Marianne Faithfull lui a fait lire Baudelaire. Et lui a fait lire un livre qui vient juste d'arriver dans l'univers occidental. Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Donc voilà, c'était tout. Alors évidemment, des gens comme moi, on a mis le nez. La traduction française, la première, je crois qu'elle date de cette année-là aussi, 68, juste 69. Peut-être que les Anglais ont été un peu plus vite que nous là, sur ce coup-là. Il a été retraduit il y a quelques années en folio. Là aussi, André Markovitch est très respectueux par rapport aux traductions préexistantes. Et il a même cette honnêteté de dire... Alors moi qui rêvais, qui m'étais toujours dit que je traduirais Le Maître et Marguerite, je vois, donc il parle des gens incultes, vous savez la qualité du catalogue que c'est inculte, et il dit à Jérôme Daire, qu'il nomme, mais c'est fini, je ne peux plus le faire, ça vient d'être fait en folio. Bravo à Jérôme Daire d'avoir dit, non, vas-y, continue. Mais alors il se passe quoi quand arrive ça? C'est-à-dire tu te dis, Le Maître et Marguerite... moi, ça fait déjà 30 ans que je sais que ça existe, j'ai pas mis le nez dedans, quoi. Et puis en plus, c'est pas que tu connais l'histoire, mais le diable boiteux, mais Melmoth dans le roman gothique anglais, et puis le Melmoth réconcilié dans Balzac, c'est cet employé de banque là, qui vend son âme au diable, texte totalement fou de Balzac. Et puis le Faust de Goethe, l'adaptation du Faust de Goethe par Nerval, etc., etc. Donc on se dit, alors tu te dis, quoi, je vais reprendre cette même histoire. Ouais, mais tout d'un coup, c'est André Markovitch et Françoise Morvan. Alors André, quelqu'un qui a passé sa vie, il a fait plein de choses, mais à traduire Dostoïevski, et non seulement traduire, mais retraduire, c'est-à-dire que tous les jours, vous savez, il a cette petite boîte avec plein de tout petits crayons de bois, là, ou papier, comme vous dites, il y a 2 écoles en France, qui laisse se rabousiner jusqu'à ce qu'il fasse 15 cm et demi, et il est toujours à reprendre ces traductions de Dostoïevski. Mais avec Françoise Morvan, ils ont fait tout le travail sur Shakespeare, et puis ils ont fait tout ce travail incroyable sur Tchekhov. Tenez là, dans sa dernière chronique Facebook, c'est sur un tout petit mot qui veut dire un petit rien, ou du vent. Alors, ce petit mot, ce petit gimmick russe, boutsiflik, je sais pas quoi, un truc comme ça, qui veut dire c'est rien. Ça. Et eux, ils l'ont traduit dans La Mouette de Tchekhov par du vent. Ouais, parce que le vent, la mouette, puis rien, et que dans Tchekhov, il y a ça, cette capacité de rien. Qu'est-ce qu'il a traduit aussi? Daniel Harms. Daniel Harms, on se retrouve, parce que moi, je ne savais pas du tout ce contexte. Et puis là, quand tu prends la préface d'André, ça y est, le rideau du théâtre, il s'ouvre. Daniel Harms, mort à 42 ans, vers 42, heureusement, laisse cette
ces manuscrits, ces tout petits bouts de papier, ces petites histoires en 4 lignes, 5 lignes, ça a été sauvé, mais publié seulement en Russie vers 1970, et tous les Russes le savent par cœur, assassiné par Staline, Daniel Harms. Et puis Mandelstam, démembré, démantibulé, défenestré, j'exagère, peu importe, à chaque fois que je lis comment Mandelstam a été assassiné, eh bien, Mandelstam était le voisin de palier de Bulgakov. Et puis tout d'un coup, vous entrez dans autre chose, c'est-à-dire Staline qui téléphone à Boris Pasternak, disant « Mais pourquoi Mandelstam, vous l'avez laissé mourir ?» Et Markovits raconte la transcription de cette conversation de Staline avec Pasternak. Pasternak dit « On a tout fait ». Staline... Oui, mais c'était un maître. Et rien que ça justifierait d'aller voir cette histoire. C'est la nôtre, c'est notre souffrance. Notre culpabilité, ouais, parce qu'on est coupable au nom de l'humanité tout entière. Et Bulgakov. Alors là aussi, coup de téléphone de Staline, même à sa mort, téléphonant à une amie de sa femme, Staline, directement, dans la nuit. Non, mais dites, c'est vrai qu'il est mort. Et ces types qu'on laisse pendant des années, sans rien pour vivre, sans rien pour croûter, sans rien pour... avec interdit total de publication. Et ce manuscrit, oui, la veuve de Bulgakov l'a sauvé. Oui, il a été publié seulement des années plus tard, dans les début des années 60, en Russie. Et ce passage, ce trou, Mandelstam, comment ça a survécu? Parce que quelqu'un a sauvé la valise de petits bouts de papier, comme Daniel Harms, quand André Markovits dit « Harms », mais moi j'ai jamais réussi. Ben non, sa compagne, à Mandelstam, les a appris par cœur, les poèmes. Et puis si vous vous dites que ça, Staline, Mandelstam, Harms, et puis Bulgakov dans son appartement, on est dans la dictature, eh bien la dictature, elle tue, elle écrase, est-ce qu'on met un petit caillou dedans et qu'elle déraille? Le maître et Marguerite. Et c'est ça la légende. Et c'est ça qui est... elle est grosse, la préface de Markovits. C'est 4 pages. Est-ce que ces 4 pages, j'aurais pu en bénéficier ailleurs et lire les traductions préexistantes? Probablement. Mais Markovits et Morvan, ils savent faire avec la langue. Et ils savent faire l'histoire personnelle d'André avec la souffrance et la révolte dans et par la dictature. Quand il parle il y a une citation de Mandelstam d'un texte qui s'appelle « Quatrième prose » que André a traduit aussi. C'est sur ce fond que se dessine la figure du maître, figure qui apparaît dans le roman sur le diable en 1934, après l'arrestation de Mandelstam, traqué lui aussi, comme un loup, un rebelle absolu. Je n'ai pas de manuscrit, pas de bloc-notes, je n'ai pas d'archives, je n'ai pas d'écriture, pour la raison que je n'écris jamais. Je suis le seul en Russie qui travaille à la voix. Quand cette saloperie de meute enrage autour de moi, écrit. Un écrivain, moi, hors de ma rue, crétin, note Mandelstam dans la 4e prose. Un texte désespéré écrit au moment où il avait définitivement rompu avec le monde littéraire officiel et se savait condamné d'abord à la misère, puis sans doute à bien pire. Depuis 1933, il est le voisin de Bulgakov à Moscou. Il occupe l'appartement 26, Bulgakov l'appartement 44 du même immeuble de la rue Nashtochkin. Lorsqu'il est arrêté suite à son poème sur Staline, Elena Bulgakova fait partie des personnes qui l'accompagnent à la gare lors de son départ pour Voronezh, en compagnie de sa femme Nadejda, qui sauvera son œuvre comme Elena sauvera celle de Bulgakov. Et la thématique faustienne est à comprendre dans ce contexte. Ben voilà. Moi, j'avais pas cette clé. Je suis dedans. Vous savez, comme je lis pas un livre en commençant au début, en allant vers la fin. J'aime pas lire les fins des livres. Je sais pas combien de livres là dont j'ai jamais lu à la fin.
comme ça. Mais alors, probablement je loupe des choses, mais on y va. Un petit coup de diable. Les derniers tours de Korofiev et de Behemoth. Ces silhouettes étaient-elles réelles, ou n'étaient-elles que le fruit de l'imagination terrorisée des locataires du malheureux immeuble de la rue Sadovaya? Cela, on le comprend bien, il est difficile d'en être sûr. Si elles étaient réelles, là encore, personne ne sait vers où elles se dirigèrent d'abord. Nous ne pouvons pas non plus dire où elles se séparèrent. Ce que nous savons, c'est qu'un quart d'heure environ après le début de l'incendie sur la rue Sadovaya, on vit paraître devant les glaces des portes du Torksin, au marché Smolensky, un citoyen longiligne en costume à carreaux, accompagné d'un grand chat noir. Se frayant adroitement sa route au milieu des passants, le citoyen ouvrit la porte extérieure du magasin, mais là le portier, rabougri, osseux, aussi peu aimable que possible, lui barra le chemin, dit d'une voix nerveuse « C'est interdit aux chats !» Je m'excuse, se mit à jacasser le long type et il porta sa main noueuse à son oreille comme s'il était sourd. Vous dites « Au chat ! Mais où voyez-vous un chat ?» Le portier écarquilla les yeux, il y avait de quoi. Il ne voyait plus l'ombre d'un chat au pied du citoyen, mais à sa place, derrière son épaule, pointait un petit gros en casquette déchirée qui réellement avait quelque chose comme une tête de chat et voulait se ruer à l'intérieur du magasin. Ce petit gros se promenait avec un primus. Ce couple de visiteurs, allait savoir pourquoi, avait déplu au portier misanthrope. « On ne prend que les devises, râla-t-il, lançant un regard énervé sous ses sourcils hirsutes que l'on aurait dit rongés au mythe. « Mon cher, continuait de jacasser le longiligne, l'œil luisant derrière son pince-nez fendillé, et qui vous dit que je n'en ai pas? Vous jugez sur la mise? Ne faites pas cela, irremplaçable garde, vous pouvez vous tromper grandement, qui plus est, relisez ne serait-ce qu'une fois l'histoire du célèbre calife Haroun al-Rachid. Mais dans le cas présent, mettant probablement cette histoire de côté, je tiens à vous dire que je me plaindrai de vous au responsable et que je lui raconterai sur vous certaines choses qui pourraient vous valoir de quitter le poste que vous occupez entre ces portes aux glaces miroitantes. J'ai un primus plein de devises, si ça se trouve, fit le gros à tête de chat, se mêlant nerveusement à la conversation, tout en continuant à vouloir se forcer un passage. Derrière, le public avançait, s'énervait, toisant cette paire d'Olibrius avec un regard de haine, de soupçon. Le portier s'écarte. Nos amis, Korofiev et Behemoth, se retrouvèrent dans le magasin. Là, pour commencer, ils se mirent en devoir de lancer un regard à la ronde, et puis, d'une voix sonore qui s'entendait littéralement d'un bout à l'autre du magasin, Korofiev déclara: un magasin splendide, il est bien, très bien ce magasin. Le public, devant les rayons, se retourna, allait savoir pourquoi, lança un regard stupéfait à celui qui avait parlé, même s'il avait toutes les raisons du monde de louer ce magasin. Des centaines de coupons, de chintz, des teintes les plus chatoyantes étaient disposées dans les casiers des étagères. Derrière s'amoncelaient les calicots, les mousselines, les draps destinés aux habits de soirée. Des empilements de boîtes de chaussures partaient en perspective et quelques citoyennes, assises sur de petites chaises basses, avaient au pied droit un vieux soulier usagé, tandis que le gauche était chaussé d'un petit escarpin étincelant dont l'air soucieux, elle tapotait la semelle, le tapis, loin quelque part dans un coin, des patéphones diffusaient musiques et chansons. Mais ignorant toutes ces merveilles, Korofiev et Behemoth se dirigèrent directement à la jonction des rayons alimentation et confiserie. Là, il y avait beaucoup d'espace. Les citoyennes à foulard ou béret ne se bousculaient pas devant les étalages comme aux rayons tissus. Un petit bonhomme court sur pattes, absolument carré, rasé jusqu'à en avoir la peau bleue, portant des lunettes d'écaille, chapeau neuf, pas encore bosselé, et sans traces de pluie sur le ruban, manteau violet, gants de chevreau roux, se tenait devant le comptoir et beuglait on ne sait quoi sur un ton autoritaire. Le vendeur, blouse blanche immaculée, petit bonnet bleu, servait le client violet à l'aide d'un couteau effilé qui ressemblait beaucoup au couteau qu'avait volé Lévi Mathieu. Il ôtait à une grasse et larmoyante tranche de saumon rose une peau à reflets argentés semblable à celle d'un serpent. « Ce rayon-là est splendide, lui aussi !» proclama solennellement Korofiev. « Et l'étranger est sympathique ?»
Sur quoi il pointa un doigt bienveillant vers le dos violet. « Non, fagotte, non !» répondit pensivement Behemoth. « Tu fais erreur, mon bon ami. Il y a quelque chose qui manque. Je crois. Question figure à ce gentleman violet. » Le dos violet tressaillit, mais ce fut visiblement par hasard, car il ne pouvait pas comprendre, cet étranger, ce que disaient en russe Korofiev et son compagnon. « Bien ?» demandait sévèrement l'acheteur violet. « Le meilleur du monde » répondait le vendeur, farfouillant d'un air coquet sous la peau avec la pointe de son couteau. « Bien, j'aime, au fait, non » répondait gravement l'acheteur. « Je vous crois » répondait le vendeur, enthousiasmé. Sur ce, nos amis laissèrent, etc., etc. « Eh, tu sais quoi, André, si par hasard tu passes par là, d'abord merci, et puis deux choses. Quand est-ce qu'on se fait une lecture intégrale en live ? C'est chez un culte. Et ça vaut son prix. Et rappelez-vous aussi que André Markovitch, un matin sur deux, publie une chronique sur Facebook et qu'on est dans cette souffrance, ce rire, ces défis au présent. C'est toujours aujourd'hui. Les Stalines.